plus grande vigilance face au risque d'attentat. On commence à faire campagne en ayant peur de serrer les mains. On ne fera pas campagne. Ça ne me fera pas, comment dirais-je, reculer d'un centimètre carré. Les candidats à la présidentielle ont vu leurs effectifs de protection augmenter ces dernières semaines. Il serait ainsi 12 officiers de sécurité à se relayer aujourd'hui autour de François Fillon. Un renforcement qui concerne également les candidats a priori moins exposés à l'image de Jacques Cheminade. Oui, on attendait faire plus attention et on avait dit qu'à la fin de la campagne, il y aurait 2 officiers de sécurité qui n'accompagneraient pas un seul. Je pense qu'il faut prendre toutes les précautions que l'on peut et ceux qui ne prennent pas de précautions sont irresponsables. Ces mesures, sensiblement plus importantes qu'en 2012, concerneront également les 67 000 lieux de vote dimanche prochain, avec plus de 50 000 policiers et gendarmes déployés sur tout le territoire. Tous les candidats ont donc décidé de maintenir leur meeting et leur déplacement. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures sur le front politique à 5 jours du scrutin? Répondons dans notre journal de campagne, signé ce soir Valérie Nata et Florence Couchon. Confusion, incertitude et perturbations en vue, Marine Le Pen est donc revenue à l'un de ses sujets de prédilection. Je déciderai d'un moratoire immédiat sur toute immigration légale pour arrêter ce délire, cette situation incontrôlée qui nous entraîne vers le fond. François Fillon n'est pas en reste, à Calais aujourd'hui sur la lande qui abritait des centres d'hébergement désormais fermés. Le candidat de la droite réaffirme sa fermeté. Je mènerai une lutte implacable contre l'immigration clandestine. Et dans ce sprint final, le soutien tant espéré par lui arrive. L'intérêt de la France impose à chacun d'entre nous de voter sans état d'âme pour François Fillon. C'est ce que je ferai. Sans état d'âme, le candidat de la gauche anticapitaliste, lui, vient soutenir à Toulouse des personnels hospitaliers syndiqués, privilégiés, comme le dit Philippe Poutou, les luttes plutôt que les votes. L'élection, elle n'a pas changé grand-chose pour les gens, quel que soit l'élu dans 2 semaines. Mais par contre, ce qui peut changer, c'est cette capacité à résister. Les candidats favoris continuent à discuter pour supprimer les emplois dans la fonction publique, comme si de rien n'était, on continue, tout se roule en complète sur l'âge. Donc, il y a un gros danger, pour plein de gens aujourd'hui, donc il faut relever la tête. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. À Rungis, Nicolas Dupont-Aignan vient défendre l'agriculture française. Le candidat souverainiste s'en prend à la concurrence européenne. Si on ne prend pas garde, si on laisse une concurrence déloyale, si on n'abaisse pas les charges de nos agriculteurs, si on les laisse crever, notamment les producteurs laitiers, vous n'aurez plus de fromage comme ça. Et donc là, le vrai enjeu, c'est pas simplement de venir à Rungis parce qu'on saute tôt. Le vrai enjeu, c'est de ne pas laisser les producteurs français crever. Courte nuit aussi pour Emmanuel Macron. Il était venu ici 3 fois comme ministre. Le voici dans les allées comme candidat. L'accueil est plutôt bon ici. Emmanuel Macron reprend un slogan qui avait porté chance à Nicolas Sarkozy en 2007. Les hommes de gauche qui tentent de jeter les emplois, les hommes de droite, il faut qu'on va travailler plus en gagnant moins. C'est peut-être ça le programme des uns et des autres. Moi je pense qu'on peut faire travailler plus les gens en gagnant davantage. Davantage, Alors, ce soir, 6 fois 1 égale toujours 6. 6 hologrammes de Jean-Luc Mélenchon pour tenter de multiplier les voix. 47 millions d'électeurs seront appelés aux urnes dimanche prochain. Pour la 10e fois, ils vont élire le président de la République au suffrage universel. Comment fonctionne très concrètement ce scrutin? Réponse avec cette ligne pour comprendre. Michel Meunier et Stéphane Echner. Au début de la Ve République, le président n'était pas élu par le peuple. C'est le général de Gaulle qui change la règle en 1970. Pour délivrer votre président, le chef de l'État sera élu au suffrage universel direct pour 7 ans. Réduire le septennat à un quinquennat. Puis 5 ans, après le passage au quinquennat en 2000. Pour se présenter, Je suis candidat. Je suis candidat. un candidat doit être français, avoir 18 ans et rassembler
marqué court de cheveux. Ils n'étaient pas très nombreux, mais ils ont donné de la voix cet après-midi devant le ministère de l'Enseignement supérieur. En cause, le régime de la 4e et dernière année d'internat. La réforme prévoit qu'ils deviennent déjà assistants, installés jusqu'ici en 5e année. Pour ces internes, c'est du temps de formation en moins. La quatrième année, en fait, c'est une année d'artisanat. L'artisanat, c'est plus de formation, c'est la pratique. Nous perdons une année de formation. Certaines spécialités comme la cardiologie, la néphrologie, Plus de connaissances en moins d'années, c'est pas possible, et les premiers sur lesquels ça va se répercuter, c'est les patients. D'ailleurs, les médecins confirmés dans ces spécialités soutiennent le mouvement de grève des internes. Ici, à Créteil, dans le service de gastro-entérologie, ils comprennent leurs inquiétudes dans un contexte où on a besoin de plus de médecins. Et le véhicule est de plus de médecins dans un temps le plus limité possible. C'est-à-dire c'est ça le pire que ils ne veulent pas devenir médecins en réseau. Le ministère a réaffirmé aujourd'hui à la délégation que ces craintes étaient sans fondement et que le dialogue restait ouvert. Les internes poursuivent leur grève de Créteil. Prochaine rencontre demain avec Marisol Touraine. L'actualité de ce mardi, c'est aussi cette annonce du chef de Bastia 2 jours après les violents incidents qui ont émaillé les rencontres de Ligue 1 face à l'Olympique lyonnais. Plusieurs joueurs ont été agressés par des supporters corses. Le club a décidé de fermer une distribution d'activités conservatoires, de porter plainte publique. Le club demande également d'interdire l'accès au stade pour les fauteurs de troubles. C'est un des thèmes de cette campagne présidentielle, le pouvoir d'achat d'autonomie, l'argent dont on peut réellement disposer après avoir payé ses charges et ses impôts. Un rapport de l'OCDE publié il y a quelques jours montre que les Français figurent parmi les salariés les plus taxés du monde. Expression détaillée par Vigo et Benjamin. En France, le salarié est taxé 2 fois. D'abord sur sa feuille de paye avec les cotisations sociales, puis avec l'impôt sur le revenu. Que lui reste-t-il à la fin du mois? Prenons une famille avec 2 enfants. Salaire du couple, 5 295 €. Chaque mois, ils payent l'impôt sur le revenu, reversent les cotisations sociales. Il leur reste 3 956 €. Pour l'employeur, les cotisations s'élèvent à 1 820 €. Comparons ce qui resterait au couple dans un autre pays européen. En Allemagne, à salaire équivalent, le foyer paierait plus d'impôts. En Irlande, par contre, moins de taxes. Le couple aurait 400 € de plus pour vivre. Maintenant, le cas d'un célibataire. Son salaire brut mensuel, 3 170 €. Après avoir payé l'impôt et versé ses cotisations, son budget est de 2 248 €. L'employeur débourse 1 159 € de cotisations. Comment se porteraient les finances de notre salarié ailleurs en Europe? En Belgique, pays où le travail des célibataires est le plus imposé, il aurait 250 € de plus à payer. A l'inverse, la fiscalité irlandaise est toujours aussi généreuse. Pourquoi de telles disparités entre pays voisins? C'est avant tout une question de modèle social. La France est l'un des pays européens où le travail est le plus taxé. C'est aussi celui où les prestations et